je m'appelle Thibaut Caumont, je viens d'un peu plus en aval sur la Garonne. C'est un plaisir de... Celui-là marche mieux ? Ok. Non, c'est comme ça, tu as besoin de... Parfait. Donc oui, je viens de Toulouse, un peu plus bas sur la Garonne. Je remercie grandement Esti de m'avoir invité. Je ne peux pas refuser. Vous avez la chance d'avoir Esti à Bordeaux, donc c'est toujours un plaisir de répondre positivement à cette invitation. Je remercie également le comité d'organisation pour la bouteille de vin. Ça, c'est l'autre plaisir. Et donc je passe après Sophie, donc j'ai pas de quiz, j'ai un topo classique, donc désolé, mais on va essayer de rendre ça un peu plus sympa. Donc je dois vous parler du traitement du Vexas, et déjà je pose les limites parce que tout ce dont je vais vous parler, à part un travail en fait, repose sur des données rétrospectives, et pour la plupart des maladies dont on vous a parlé plus tôt, je me serais fait virer dès le début du topo en disant que c'était pas evidence-based medicine, mais malheureusement on n'a que ça à l'heure actuelle. Et c'est un petit peu l'avantage de cette nouvelle maladie, c'est qu'on peut encore avoir des données intéressantes avec des travaux qui, pour le moment, sont rétrospectifs. Donc, je parle au nom du FremVex. Sophie, je suis un peu déçu, c'est toi qui as trouvé le nom et tu ne l'as pas bien dit. Donc, c'est pas FrenchVex, hein, mais c'est FremVex, comme ça. Et donc, on commence par un tableau clinique d'un patient qu'on avait sur Toulouse. Donc, le tableau clinique, c'est, je ne sais pas, vous pouvez faire un quiz sur le diagnostic, vous savez ce que c'est. C'est une éruption cutanée prurigineuse qui évolue par poussée, des arthralgies inflammatoires et de la fièvre. Au bilan, donc sur le plan dermato, c'est de la dermatose neutrophilique. Il fait un épisode de chondrite de l'oreille droite et puis sur la bio, il a une anémie macrocytaire, une petite lymphopénie et quelques signes de dysplasie sans pour autant de syndrome myélodysplasique avec un cariotype et un panel plutôt, ou NGS normal. Bon, donc la maladie était connue et dans le panel, il se trouve qu'il y avait entre autres la mutation UBA1 et celle-ci est positive. Vous voyez, c'est une tréonine avec une VAF de 20%. Donc on pose le diagnostic de syndrome Vexas. Ne dites pas syndrome de Vexas, c'est assez horrible. Donc, c'est quoi le traitement? Donc, c'est pas un quiz, hein, enfin... en gros, c'est comment on décide et comment on prend cette décision-là de traiter ces patients. Vous allez voir, ça repose sur plusieurs compartiments. Le premier, c'est assez évident, c'est le tableau inflammatoire. Donc, c'est sur la symptomatologie, qu'elle soit clinique, avec la fièvre, la fatigue, les atteintes dont vous a parlé Sophie, et puis le syndrome inflammatoire biologique. Donc, ça, c'est le premier palier, on va dire, de décision. Mais il n'y a pas que ça, vous en avez parlé également, Sophie. L'atteinte hématologique est également importante, que ce soit les cytopénies. Vous allez voir que les patients, ils ont de l'anémie, de la thrombopénie, peuvent avoir de la neutropénie. Certains sont transfusion dépendants, vous le verrez dans les papiers dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on va un petit peu plus loin. Comme on vous a dit, il y a certains patients qui ont des syndromes myélodysplasiques associés. Et donc, la question est d'évaluer la sévérité du syndrome myélodysplasique associé par la présence de blastes, par l'analyse cytogénétique. Et puis, en allant un petit peu plus loin, par les données moléculaires, puisqu'on sait qu'il y a certaines mutations qui sont associées à un plus mauvais pronostic. Alors, j'essaie de vous illustrer ça. Hein. Ça, c'est des données dans les syndromes myélodysplasiques. C'est ce qui a permis de créer ce score IPSSR en intégrant des données cytogénétiques au score IPSS qui était connu antérieurement. En fait, ils ont pu montrer en 2012 que à cytologie et à biologie équivalente, le fait d'avoir différentes anomalies karyotypiques était clairement de manière indépendante des facteurs de mauvais pronostic. Et vous voyez que pour une même cytologie, si vous avez un karyotype normal, on va dire vous avez une médiane de survie qui est de 50 mois, et si vous avez 3-4 anomalies karyotypiques, vous avez une médiane de survie qui est inférieure à 1 an à peu près, alors que vous avez la même moelle et les mêmes cytopénies. Donc clairement, le karyotype c'est important, et c'est important d'avoir cette donnée-là s'il y a un syndrome myélodysplasique associé. D'autant plus que certains patients ont des cytologies à peu près normales, alors qu'ils ont des anomalies cytogénétiques, et donc notamment dans le Vexas, ça peut être intéressant parce que la dysplasie est quelquefois pas interprétable, et donc de demander de manière systématique une cytogénétique, ça va être important. Pour les données moléculaires, là encore, hein, c'est des données qui sont issues des syndromes myélodysplasiques, où on a pu également montrer que certaines mutations avaient, là encore, une valeur pronostique indépendante, et c'est le cas des mutations, vous avez déjà entendu parler, hein, les mutations TP53, ASXL1, RUNX1, etc., qui sont vraiment des mutations qui impactent négativement la survie de ces patients-là.
Et là encore, on peut avoir des sécus, on peut avoir des gens qui n'ont pas de myodysplasie, qui ont un karyotype normal et qui vont avoir ces mutations-là. Et donc, c'est important de les rechercher un peu de manière systématique. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les... Alors là, je vous montre donc, ce score IPSS-R qu'on calcule dans les syndromes myélodysplasiques et qui est important pour décider du traitement, ce que je vous disais. Hein. Ça comprend, je vous rassure, je ne fais pas un topo sur la SMD, qui comprend donc les blastes, la cytogénétique, la profondeur des cytopénies, qui permet de classer les patients en faible risque, risque intermédiaire et haut risque. Et vous allez voir, dans les VEXA, c'est surtout des faibles risques et des risques intermédiaires, mais c'est important de déceler les patients au risque. Et donc, les données moléculaires ont permis récemment de créer ce score IPSS-M, où on intègre en fait des mutations. Il y a un panel d'une trentaine de gènes qui ont pour la plupart une valeur pronostique indépendante et pour certains des valeurs pronostiques lorsqu'ils sont associés à d'autres. Et donc, ça permet d'être encore plus précis sur le pronostic et il y a une grande majorité des patients qui ont pu être reclassés de manière un peu plus sévère que ce qu'il était. Et maintenant, on essaie de l'utiliser de manière un peu plus systématique dans les SMD et donc également dans les VEXAS avec SMD. Donc, c'est ces données-là qu'il faut avoir sur le plan hématologique. Et bien sûr, on va prendre en compte aussi le patient. Hein. Et que ce soit ses comorbidités, sa fragilité, c'est des patients qui sont âgés, son risque infection, on en a parlé tout à l'heure, qui est plus ou moins lié à sa maladie, à un déficit intrinsèque dans le VEXAS probablement, mais également aux historiques de traitements qu'il a pu recevoir, et puis à ses préférences, hein, parce que les traitements, ils ne s'administrent pas de la même manière, c'est plus ou moins contraignant, et quand vous avez 85 ans, 86 ans, que vous habitez à l'autre bout de la région, s'il faut venir au CHU toutes les semaines, c'est un peu chiant, donc on essaie de s'adapter aussi. Donc il faut prendre en compte voilà, tout ce tableau pour décider du traitement, et à l'heure actuelle, on se base sur ça et sur les quelques données dont on a pour décider. Et donc, la prise en charge thérapeutique, elle se résume à ça, finalement. Les objectifs, c'est bien sûr d'obtenir une rémission clinique et biologique, de sevrer la corticothérapie, je ne vous l'ai pas dit, bien sûr, hein, c'est une journée de médecine interne, donc on commence par de la cortisone. Le gros problème avec ces patients, ils sont certes corticosensibles, mais très corticodépendants, on l'a dit tout à l'heure, sauf qu'ils sont corticodépendants à 40-50 mg et qu'on ne peut bien sûr pas les exposer aussi longtemps à cet âge-là. De restaurer une hématopoïèse satisfaisante et donc d'avoir une réponse également hématologique, de limiter les infections, de limiter les thromboses et si possible d'éradiquer le clone, et ça c'est plutôt en étude. Les limites, c'est ce que je vous disais, hein, il n'y a pas d'études prospectives, donc faible niveau de preuve. Il y a à l'heure actuelle et toujours pas d'ailleurs de critères validés de réponse. Et d'ailleurs, dans les recommandations qui sont en attente de validation de publication, les critères de réponse ne sont pas clairs non plus parce que finalement, les gens ne sont pas trop d'accord. Et donc, ça repose sur ce que je vous montre là, hein, la cortisone. Ce qu'on sait, c'est que les immunosuppresseurs conventionnels ne sont pas efficaces et ce n'est pas du tout. Alors, il y a quelques cas rapportés, mais en tout cas, ce n'est pas des cas qui sont. Enfin, ce n'est pas des médicaments qui sont utilisés. Et donc, ça va se résumer à deux types d'approches. Une approche où on va cibler l'inflammation par principalement des inhibiteurs de cytokines ou de JAK, ou alors on va cibler le clone en utilisant des agents hypométhylants ou de la greffe de cellules souches. Et en parallèle, bien sûr, pour traiter l'anémie, on transfuse les malades. Il y a quelques données intéressantes sur le PO, alors qui marche dans ce travail-là du Frinvec, justement, dans 50%. J'y crois pas trop, 50%, je pense que c'est moins. La prophylaxie anti-infectieuse est majeure. C'est des patients qui s'infectent sans rien. Et dans le papier qu'on avait fait justement dans la RD, il y avait un certain nombre de patients qui s'infectaient avec moins de 10 mg par jour de cortisone. Donc, il faut être, et donc d'autant plus si vous rajoutez des médicaments, il faut absolument faire ces prophylaxies antivirales, Bactrim, etc. Et la prophylaxie antithrombotique, notamment quand ils sont actifs. Donc ce patient-là, comme tout le monde, on l'a traité par cortisone, par prednisone, mais bien sûr, il était donc il a répondu, mais il a rechuté à la décroissance, il est resté corticodépendant à 40 mg par jour. Donc qu'est-ce qu'on lui a mis? Qu'est-ce que vous lui aurez mis? On passe, je suis en retard. Bon, alors, moi j'ai mis des photos, mais qui sont plus actuelles. Donc ça, c'est le docteur Ebli, qui est hématologue à Lyon et qui avait donc, dans les premiers, publié le premier papier, en tout cas, qui visait à étudier un traitement, ou en tout cas une approche thérapeutique dans le VEXAS. Et donc, c'était un travail collaboratif qui avait été publié dans Blood en 2022. Hein. C'était une petite série, il y avait une trentaine de malades qui avaient reçu en fait plusieurs JAK inhibiteurs. Et en gros, pour faire simple, ce qui était montré, c'était que ce médicament-là permettait d'obtenir une réponse à peu près de 50-60%, que ce soit en clinique, donc inflammatoire et biologique, c'est-à-dire sur la CRP, un peu moins sur le plan hématologique, et que parmi
ces JAK inhibiteurs. Celui qui marchait le mieux, c'était le ruxolitinib. Alors, c'est un petit peu biaisé parce que c'est surtout celui qui était le plus utilisé aussi, ce qui limite un petit peu l'interprétation des autres. D'autant plus que nous, en France, on a la chance de pouvoir utiliser le Ruxo, le Tofa, etc., ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et par exemple, en Angleterre, qui malgré le fait qu'ils ne soient pas en Union européenne, ça reste un pays civilisé, ils n'ont pas accès au Ruxo. Donc, les patients sont plutôt traités par Tofa ou par Bari là-bas, et donc on avait moins de données là-dessus. En tout cas, il semblerait, à l'heure actuelle, on se repose là-dessus pour dire que le Ruxo est probablement celui qui marche le mieux et c'est celui qu'on utilise en France. Vous voyez également que la survie sans autre traitement est également plus importante dans le, donc sans rechute si vous voulez, est également plus importante dans le Ruxo. Ce que je vous montre par là, par contre, c'est que le Ruxo ne contrôle pas du tout le clone UBA1, voire même on a l'impression un petit peu que le clone, en tout cas le clone continue sa croissance sous traitement et donc c'est pas probablement au long cours, c'est probablement pas un traitement satisfaisant au long cours. Ça reste un traitement finalement anti-inflammatoire et non pas spécifique. Alors, on est allé un petit peu plus loin, notamment grâce à ce travail donc, du Frinvex qui avait été mené par Jérôme Adjage, qui est à Saint-Antoine, qui a été publié l'année dernière, fin 2024, dans ARD, où on avait repris donc dans le registre Frinvex les patients qui avaient été traités par une thérapie anti-inflammatoire, c'est-à-dire des biothérapies, les inhibiteurs de JAK. Donc, il y avait 110 patients qui avaient reçu au cours de leur suivi 194 thérapies ciblées. Je vous montre les résultats ici. Donc, c'est les données de réponse inflammatoire à 3 mois, 6 mois et 12 mois de traitement. Je vous ai rajouté des petits pourcentages pour aller un peu plus vite. En vert, c'est les réponses complètes. En orange, c'est les réponses partielles. Donc, en gros, l'overall response, c'est le vert plus orange. Et donc, vous voyez qu'on obtient des réponses sous JAK inhibiteur et anti-L6 qui sont supérieures aux autres approches, c'est-à-dire les anti-L1, anti-TNF et autres traitements qui étaient le Ritlux, le Belli, etc., mais à nombre moindre, et avec des réponses, vous voyez, qui sont similaires, avec sous JAK inhibiteur un taux de réponse à 3 mois de 24%, puis à peu près 30% à 6 mois et 12 mois, et sous anti-L6, à peu près 30% également tout au long du suivi à 3 mois, 6 mois et 12 mois. La survie sans traitement discontinuation, donc finalement sans rechute également, ça dépendait un peu quand vous le prenez, était plus important sous JAK inhibiteur. Alors c'était légèrement, hein, c'était 7, même si sur la courbe c'est important comme ça, mais en fait c'était 7 mois la médiane contre 5 mois sous anti-L6. Et donc à partir de cette donnée-là, il semble que le traitement par JAK inhibiteur et donc ruxolitinib semble mieux marcher que l'inhibition d'IL6, mais ça reste encore à prouver. Ce qui fait que d'ailleurs, voilà, c'est ces deux médicaments-là qui sont utilisés à l'heure actuelle, l'un puis l'autre, dans le sens que vous voulez, dans cette approche-là. Je vous avais mis les arrêts de traitement. Donc, les principales causes d'arrêt de traitement, ça reste l'inefficacité ou la perte d'efficacité, mais il y a quand même un nombre significatif de patients qui arrêtaient pour infection. Et d'ailleurs, vous voyez que dans les AE rapportés, les infections étaient non négligeables, avec à peu près un tiers des patients qui s'infectaient. Là encore, parmi les facteurs de risque d'infection, dans ce papier-là, ressortait l'utilisation de JAK inhibiteurs avec un signal assez important, ce qui veut dire que certes, c'est un traitement qui semble marcher un peu mieux, mais tout de même, le risque infectieux semble plus important que sous inhibition d'IL6. Et donc, c'est une donnée à prendre en compte chez des patients. Alors, on aura moins le cas maintenant. C'était plus le cas au début et ces premières années où on avait des patients qui avaient été très exposés à des immunosuppresseurs avant, qui étaient très fatigués lorsqu'on faisait le diagnostic. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais quand même, si on décide d'utiliser des inhibiteurs de JAK, il faut vraiment faire attention aux infections. Je ne vous ai pas mis, mais en pratique, c'est des doses qui sont assez importantes. On commence à 20 mg par jour. On peut monter quelquefois jusqu'à 30 mg par jour, voire 40 chez certains patients. Donc, ça pousse un peu, ce qui permet d'avoir un contrôle de l'inflammation, mais au détriment quelquefois de ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire de cytopénie. Et donc, on se retrouve avec des patients qui sont certes en réponse inflammatoire, mais qui se mettent à être transfusion dépendants. Donc, ce n'est pas génial. Bon, lui, c'est ce qu'il a eu, ce monsieur. Il a eu du Ruxo, 20 mg par jour, puis 30 mg par jour, ce qui a permis de contrôler à peu près son inflammation et de maintenir une hémoglobine, on va dire, satisfaisante, sous réserve qu'il a eu un petit peu de PO en plus. Il est toujours traité sous Ruxo, malgré le fait qu'entre-temps, il ait fait une méningoencéphalite à VSV alors qu'il avait de la prophylaxie, qu'il a fait à peu près 12 pneumopathies, et bon bref, et qu'il est aveugle, je ne sais plus pour quelle raison, mais à part ça, il va bien. Il a une espèce de rétinite qui peut-être qui est non décrite dans le Lexas, on ne sait pas ce qu'il a, mais il est devenu aveugle, quoi. Voilà. Mais il va bien. Il est là aujourd'hui. Alors un autre cas,
Alors, Sophie a un peu teasé ce cas, mais c'est intéressant en fait ce patient, parce qu'à la base, il a été vu par les hématologues, puisqu'en gros, c'est une consultation classique de syndrome myélodysplasique. Il est fatigué, il fait une bio, et puis en fait, il est pancytopénique avec un tableau qui fait central, donc il va voir l'hématologue, il lui fait un myélogramme, et il a un syndrome myélodysplasique de faible risque, non blastique, avec un karyotype normal. Il n'a pas de mutation du spectre myéloïde, mais vu qu'on a intégré UBA1 au panel myéloïde, on tombe sur une mutation UBA1 tréonine, et donc il y a une petite gammapathie monoclonale également, et donc l'hématologue m'appelle et me dit est-ce que tu veux le voir, il n'est pas symptomatique, mais tu peux le voir. Donc je prévois en consultation un mois après, et en fait quelques jours avant de venir, il fait une poussée, même 2 mois après je pense, parce qu'il n'était pas très sévère, et juste avant en fait il fait un tableau fébrile, dermatose neutrophéidique, arthralgie, etc., et on finit par l'hospitaliser au lieu que je vois en consultation. Donc à la question est-ce qu'on peut avoir la mutation UB1 canonique et pas avoir de symptômes, je pensais que la réponse était oui. En fait la réponse je pense c'est qu'ils vont forcément en note faire des symptômes, ça dépend à quel moment vous le trouvez. Donc lui pareil, il est traité par cortisone, 1 mg kilo, c'est efficace, mais il est corticodépendant à 30 mg par jour. Alors là, il se trouve que ce patient, il avait un syndrome myélodysplasique, et donc on se dit peut-être que le traitement anti-inflammatoire n'est pas la meilleure des approches. Et donc on a considéré ce médicament-là, qui est l'azacitidine. L'azacitidine, c'est un agent hypométhylant, donc qui va inhiber la DNMT3, et donc qui est en fait indiqué et qui est approuvé depuis 2009 dans le traitement des syndromes myélodysplasiques et les leucémies myélomonocytaires chroniques de haut risque, et également une AMM dans les LAM, depuis avec le vénétoclax en plus, mais en tout cas, voilà. Donc c'est de base un traitement qui est réservé quand même à des maladies hématologiques myéloïdes de haut risque et pas du tout à nos VEXAS qui ont quelquefois des SMD de faible risque. Alors, il se trouve que les Français, là encore, avant même la découverte du VEXAS, avaient été un peu précurseurs, puisque, alors ça je vous montre rapidement, il y a quand même une action immunomodulatrice qui est connue avec le Vidaza, l'azacitidine. Il y a beaucoup de papiers en fait qui sont un peu vieux pour la plupart, mais qui montrent que ce médicament-là a un effet immunomodulateur avec de la régulation de la sécrétion d'IL-6, la capacité d'induire des Treg, etc., dans différents modèles. Et d'ailleurs, elle est passée. Il y a beaucoup de modèles en fait où ce médicament, alors que ce soit des modèles essentiellement murins, mais où ce médicament a été étudié. Donc, vous voyez des modèles très divers, GVH, diabète, de sclérose en plaques, d'atrésie biliaire, enfin plein de choses qui n'ont rien à voir. Mais en tout cas, l'utilisation de ce médicament dans ces modèles permet de repolariser la réponse immunologique et donc d'avoir un effet plutôt immunosuppresseur. Donc il y avait en tout cas une idée là-dessus. Et en fait, ce que je vous disais, c'était que le groupe français avait été un peu précurseur là-dessus parce qu'à l'heure actuelle, c'est le seul essai prospectif qu'on a dans cette maladie-là. Alors, c'est un essai prospectif qui n'est pas vraiment, puisqu'en fait, quand l'essai a été terminé, le VEXAS, ça n'existait pas. Et c'est genre quelques jours avant la soumission où le VEXAS est sorti. Donc, ils ont refait les analyses en incluant le VEXAS. Mais donc, à la base, c'était un papier et c'était un essai, une phase 2, qui étudiait l'utilisation du Vidaza dans des manifestations inflammatoires systémiques satellites des SMD. Avec un taux de réponse d'à peu près 70% sur le plan inflammatoire et de bonnes réponses également hématologiques. Bon, il se trouve que dans ces 29 patients, il y avait 11 malades VEXAS avec un taux de réponse similaire. Et donc, c'était les premières données qu'on avait sur une efficacité de ce médicament-là dans cette pathologie-là. Alors, il n'y avait pas que des SMD de faible risque, hein, vous voyez, avec quelques patients blastiques, etc., mais c'était assez intéressant. Depuis, on allait un petit peu plus loin. Alors, je vous passe les quelques rapports de cas qu'on a pu faire, mais avec Vincent Jachet, dont je n'ai pas de photo, il se cache bien sur Internet, mais je trouvais qu'il avait un faux air de Romain Duris dans les visios qu'on faisait. Du coup, j'ai mis de la PHP, quoi, un Romain Duris de la PHP. Et donc, avec Vincent, on a, pour le groupe, on a repris les patients traités par Vidaza pour un syndrome VEXAS, qu'ils aient un SMD ou qu'ils n'aient pas un SMD. On est dessus depuis 2023, donc c'est un peu long, mais on arrive au bout. Et donc, on a pu inclure 88 patients. Donc, vous voyez, la plupart avaient des SMD, ce qui se comprend, hein, parce qu'à l'heure actuelle, on donnait ce médicament-là principalement lorsqu'ils avaient des myélodysplasies, mais on a quand même 20 malades qui n'avaient pas de syndrome myélodysplasique, et ces patients étaient globalement similaires. Il n'y avait pas de grosse différence, si ce n'est sur les critères de dysplasie, ça vous en doutez. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, il y a quand même des patients
Donc, le niveau de transfusion dépendance, ça, c'est les classifications IWG, c'est-à-dire est-ce que vous êtes beaucoup ou pas beaucoup transfusé, mais vous voyez quand même qu'il y a quand même un patient sur deux avec un VEXAS qui est transfusion dépendant en globules rouges. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même assez important. Et en fait, même chez les patients qui n'ont pas de SMD, vous avez quand même 40% des malades qui sont transfusion dépendants. Donc, c'est vraiment l'atteinte hématologique est quand même importante et je ne fais pas tout le cours sur l'anémie et l'altération de la qualité de vie chez ces patients et l'impact sur la survie, etc. Blablabla. Mais c'est une donnée importante à prendre en compte. En termes de cytogénétique, vous voyez que la plupart avaient des karyotypes normaux. Quelques patients avaient des karyotypes anormaux dans le groupe non SMD, mais ils n'avaient clairement pas de critères. Et puis sinon, c'était des délétions Y qui sont plutôt liées à l'âge que le caractère pathogénique. En termes de mutation, la plupart des patients étaient mutés UBA1 isolés. Sinon, ils avaient des mutations d'hématopoïèse clonale d'NMT3 TET2 qui est assez connu dans le VEXA sans pour autant qu'il y ait de SMD. Et les patients SMD avaient bien entendu plus de mutations additionnelles du spectre myéloïde, que ce soit SRSF2, SXL1, SF3B1 notamment, etc., ou d'autres mutations. Donc, ils avaient pour la plupart reçu beaucoup de traitements avant. Là encore, parce que dans le lot, il y avait pas mal de patients qui avaient des maladies très anciennes. Donc, en termes de réponse inflammatoire, à l'heure actuelle, dans la version finale du papier, ce sera plus facile, mais on avait pris le parti, vu qu'il n'y avait pas de critères de réponse validés, de les modifier un petit peu par rapport au travail de Jérôme Hadjadj, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en incluant un autre strate de réponse, puisqu'on trouvait que la réponse complète utilisée dans le papier de Jérôme et dans les anciens papiers n'était pas vraiment complète pour nous, puisque c'était avant moins de 10 de cortisone, moins de 10 de CRP et pas de symptômes. Et pour nous, finalement, dans des études rétrospectives, si vraiment on voulait montrer un effet strict du médicament, il fallait considérer des patients qui n'avaient clairement plus de cortisone, qui n'avaient plus de CRP. Et donc, on a intégré une réponse intermédiaire qui était une VGPR, une Very Good Partial Response, mais qui correspondait finalement à ce qui est acceptable par le clinicien, bien qu'il reste une activité biologique ou clinique, enfin biologique surtout. Et donc, on avait séparé ça comme ça, avec donc cette VGPR qui finalement était les critères de RC de l'autre papier. Et donc, avec ces données-là, en termes de réponse globale, vous voyez qu'à 6 mois, on est à peu près à 50% de réponse, un petit peu plus à 9 et 12 mois, aux alentours de 50% de réponse globale avec des taux de réponse complète qui sont assez intéressants. On a refait les calculs à la demande des reviewers du papier. En fait, du coup, on a dû remodifier tous nos critères. Je trouvais ça trop compliqué. Et donc, on a viré la VGPR. Et donc, du coup, tout ça pour ça, c'est qu'on a à peu près les mêmes taux, parce qu'on avait surtout des RC plutôt que des VGPR, donc pour retenir qu'il y a à peu près 50% de réponse sur le plan inflammatoire. Ce que je n'ai pas mis là, c'est que lorsque la réponse elle est obtenue, elle est très prolongée et il y a très peu de patients qui rechutent sous traitement. Et les quelques-uns qui rechutent, on a l'impression, on n'a pas pu le montrer, que c'est des patients qui ont été allégés en termes de traitement un peu trop tôt. Ils n'étaient pas vraiment en réponse et en fait, les gens ont espacé le traitement ou diminué la dose, etc. Puis en fait, les patients ont fini par rechuter. Ce qui est sûr, c'est que voilà, si on maintient, ça semble marcher très longtemps et dans la base, et nous typiquement à Toulouse, on a un patient, ça fait 120 cures qu'il a de Vidaza à peu près. Alors maintenant, lui, on laisse passer. Maintenant, il fait 5 jours toutes les 6 semaines, il va très bien, alors qu'il a failli mourir à la base d'une chondrite, etc. Donc, non, c'est des réponses qui sont prolongées. Certains patients, on a pu arrêter le traitement aussi, certains d'entre eux. Et jusqu'alors, on avait l'impression que, sans reprendre toutes les données, en fait, on pouvait vraiment arrêter le traitement et il y a des patients qui maintenaient une réponse. Alors, la réponse est oui. Il y a des patients qui maintiennent une réponse complète sans aucun traitement, mais en fait, ils finissent tous par rechuter aux alentours, avec des durées qui sont variables. Ça va de 6 mois jusqu'à 2 ans et quelques pour le dernier. Donc, on est plutôt d'avis de poursuivre le traitement s'il est bien toléré. Voilà. Donc ça, c'est pour la réponse inflammatoire. Et autre donnée importante, c'est qu'on pensait au début, dans le premier papier d'Arsène, la réponse était assez précoce. En fait, ce n'est pas les données qu'on a. Et pas mal de patients mettent du temps à répondre sur le plan inflammatoire, plus de 6 mois. Dans les SMD, généralement, la plupart des patients répondent à 6 mois. En fait, là, ça semble un peu plus long. Et certains patients vont se mettre en réponse à 12 mois. Ce qui veut dire que si le traitement est bien toléré, et que le patient va bien, et d'autant plus, on le verra tout à l'heure, si on a l'impression en surveillant la UBA1, la VAF, que ça commence à diminuer, on sera d'avis de continuer le traitement un peu plus longtemps, jusqu'à 12 mois, pour vraiment trancher sur l'efficacité ou non du médicament. Ça, c'est pour la partie inflammatoire.
Et comme je vous disais, ça ne suffit pas. Et la limite de tous les autres traitements, et dans le papier de Jérôme, la réponse hématologique était assez faible, je crois que c'était 20% pour les patients transfusion dépendants. La limite, c'est vraiment la réponse hématologique. Et donc, vous avez des patients sous Ruxo, sous anti-L6, qui sont certes asymptomatiques sur le plan inflammatoire, mais qui viennent tous les mois se faire transfuser, etc. Donc, on espérait avec ce médicament-là avoir des meilleures réponses. Et en fait, c'est le cas, puisque pour des patients transfusés, vous le voyez ici, donc c'est LTB et high transfusion burden. Donc, pour les deux, vous voyez que la réponse érythroïde est importante, puisque vous avez 80% des patients transfusion, enfin en tout cas qui étaient hautement transfusion dépendants, qui ont obtenu une réponse érythroïde, qu'ils soient SMD ou pas SMD. Et d'ailleurs, si on se fixe plutôt sur la transfusion indépendance, tout simplement, la réponse globale est de 65% et à peu près similaire. En tout cas, il n'y a pas de différence entre le groupe SMD et non SMD. Donc, c'est clairement un médicament qui est important pour l'obtention de la réponse érythroïde. Et c'est également le cas, et voire même plus impressionnant pour les plaquettes, puisque vous avez 80% des malades qui obtiennent une réponse plaquettaire, donc des patients qui étaient thrombopéniques au début, et qui deviennent avec des plaquettes normales très peu de temps après. D'ailleurs, la réponse hématologique, elle est plutôt plus précoce que la réponse inflammatoire, puisqu'elle survient plutôt aux alentours des 4 cures. Donc ça, c'est assez intéressant. Je ne vous montre pas là que la réponse hématologique, elle est caractérisée également, alors c'est plus à but iconographique, mais les patients qui répondent, en fait, ils négativent aussi leur vacuole. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a repris des moelles, en fait, et on a fait des avant-après. Chez des patients qui ne répondaient pas, ils avaient toujours des vacuoles. Ceux qui répondaient clairaient leur vacuole également. Une autre information que je peux vous donner également, c'est que on n'a pas pu le montrer pour la réponse plaquettaire, mais la réponse érythroïde précoce est prédictive de la réponse inflammatoire. Donc là encore, si vous avez un patient qui se met à répondre très vite sur le plan hématologique et qui ne répond pas encore sur le plan inflammatoire, probablement qu'il va finir par le faire. Une autre donnée importante, alors il y avait pas mal de données très ponctuelles dans la littérature, mais pour la première fois, on a une série significative de données moléculaires de suivi. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait une corrélation claire entre la réponse clinique, que je vous montre en haut, vous voyez, donc en orange, c'est les partielles réponses, les VGPR en vert et les réponses complètes en vert un peu plus vert, quoi. Et la réponse moléculaire, donc vous avez des points par patient. À gauche, la VAF initiale, donc la charge mutationnelle initiale UBA1, et à droite, la charge mutationnelle sous traitement. Et vous voyez que la plupart des patients en réponse complète ont négativé UB1 au cours du suivi. C'est le cas où vraiment franchement diminué pour les VGPR, et c'est clairement pas trop le cas pour les patients, enfin pas le cas en non-réponse. Donc ça, c'est une vraie donnée importante. Et là, on est en train de reprendre des séquences pour montrer un petit peu la cinétique de décroissance de ce clone-là. Mais ça, clairement, il y a une vraie corrélation entre ce type de entre ces compartiments de réponse, ce qui montre qu'on agit vraiment sur le clone et qu'on éradique le clone, ce qui nous a d'ailleurs permis de mettre en évidence des patterns un petit peu chez des patients, et des patients qui sont seulement mutés UB1 et qui vont clairer leur clone sous traitement. Il y a des patients qui sont mutés UB1 avec une autre mutation, et de manière très étrange, on ne sait pas bien pourquoi, dans les SMD, les patients mutés, quand vous traitez, vous les mettez en rémission et tout, mais ils gardent toujours leur mutation. Dans le Vexas, si vous avez UB1 plus une autre mutation, vous le traitez, s'il répond, il va clairer toutes les mutations, y compris des mutations qui habituellement ne sont pas du tout clairées. Donc on ne sait pas bien pourquoi, mais voilà, on a ce pattern-là. On a des patients qui ont UB1 majoritaire au début, avec un petit clone qu'on n'arrive pas à détecter au début, et en clairant UB1, ça va laisser la place au développement d'autres clones, et c'est typiquement ces patients-là qui vont peut-être progresser en SMD, etc. par la suite. Et puis, vous avez des patients, effectivement, qui ont les deux clones, où les deux clones diminuent, et à la fin, c'est l'autre clone qui réémerge alors que UB1 reste négatif. Donc, voilà, c'est pas des scénarios prouvés, mais c'est des patterns qu'on a pu observer avec les prélèvements que l'on a. Là encore, il faut parler d'effets secondaires quand on parle du Vidaza, et c'est clairement une notion importante puisque les patients s'infectent plus globalement qu'avec les autres médicaments. Vous voyez, il y avait plus, en tout cas le nombre d'infections est plus important, mais finalement ça reste un tiers des patients qui fait un événement infectieux sévère, c'est-à-dire au moins de grade 3, avec des patterns un petit peu différents, des pathologies virales, pulmonaires, digestives. Il y avait pas mal de claustries notamment, ou de diarrhée à d'autres germes, des bactériémies. Alors, il y a du virus, mais encore une fois, la plupart du virus, c'était du Covid. Sinon, il y avait du VRS, du métapneumo et pas trop de VZV. Et en fongique, on a eu des cas d'aspergillose prouvés ou non prouvés.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas tous neutropéniques. Ils n'avaient pas tous des doses très importantes de cortisone, mais la plupart avaient quand même une maladie active. Donc, on a l'impression que le fait de les mettre en réponse permet de limiter ce risque infectieux. Et encore une fois, les infections, elles surviennent surtout au tout début. Et si on passe le cut là, des 3 premiers cycles, normalement, voilà. Donc, il faut être très vigilant, bien sûr, mettre des prophylaxies, mais il n'y a vraiment quasiment pas d'infections tardives quand les patients se mettent à répondre, etc. Les autres à eux, c'était les cytopénies, mais qui sont des cytopénies qui sont manageables, un peu comme on peut voir dans les SMD, avec au début un peu plus d'anémie, de thrombopénie, de neutropénie, puis ça se corrige après. Donc ce monsieur-là, on l'a mis sous Vidaza. Le Vidaza, c'est 7 jours tous les 28 jours. Et si possible, on essaie de maintenir ça. On a vu des gens qui passaient très rapidement à 5 jours au qu'est-ce passé. Ces gens-là, ils répondaient moins bien. Et lui, il a clairement eu une réponse inflammatoire très rapide en 4 cures, une réponse hématologique. C'est-à-dire que lui, il avait commencé à être transfusé en 3 cures, il n'a plus du tout été transfusé. Un sevrage très rapide de la prednisone et une mutation EB1 qui reste négative. Depuis, à partir de la 8e cure ou 9e cure, on a pu diminuer la posologie, puis espacer à 5 puis 6 semaines. Et là, on a plus de 20 cures et le patient est complètement asymptomatique. Et sur l'ensemble des paramètres, il est toujours en réponse complète. Très rapidement, l'autre approche est quand même pas fréquente dans cette maladie parce qu'au vu de l'âge des patients, la plupart sont non greffables, mais ça concerne quand même quelques malades. L'allogreffe de cellules souches, il y a pas mal de rapports de cas. Je vous ai mis le plus récent qui est de l'équipe américaine qui avait publié ça en fin d'année dans Blood Advance. Il y a 2 manières de voir les choses. Nous, on a tendance en France, on le fait très peu en fait, on a tendance à l'évoquer chez des patients qui ont en parallèle un SMD plus ou moins de haut risque. Les anglo-saxons ont une approche un peu plus rapide de la greffe et l'envisagent vraiment chez des patients qui n'ont pas de SMD sous-jacent pour traiter vraiment la maladie inflammatoire en traitant le clone. Ça marche plutôt bien avec des conditionnements atténués. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'on a en France d'essayer peut-être certains malades très fit qui ont un bon donneur, etc. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les un donneur familial ou un bon donneur fichier, pas trop de comorbidité, pas trop malade, de le faire peut-être plus précocement. Donc ça, ça résume tout ce que je vous ai dit, quoi, en gros. Ce que je vous propose, c'est cet algorithme qui n'est pas validé, hein, mais c'est en gros ce qui va ressortir dans les recommandations, hein, qui reprend un peu ce que je vous ai dit. Avec voilà, la question, c'est au début, le patient a-t-il des facteurs de mauvais pronostic? Donc, est-ce qu'il a un SMD de haut risque? Est-ce qu'il est très dépendant d'un point de vue transfusionnel? On sait que c'est un facteur pronostic indépendant. Voilà, on peut également intégrer le type de mutation. Sophie l'a dit tout à l'heure, les valines sont, semble-t-il, le plus mauvais pronostic. Donc, est-ce qu'il est muté plutôt valine? Est-ce qu'il est de l'hématopoïèse clonale associée? Si c'est oui, qu'il est fit, etc., peut-être d'emblée le greffer. Bon. Sinon, la cortisone, il y a certains malades qui sont pas corticodépendants et à 10 mg par jour de cortisone, ils vont très bien. Et donc, ceux-là, on ne va pas s'embêter à les traiter de manière plus intensive. Mais pour la plupart, ils sont corticodépendants. Et donc, à l'heure actuelle, on raisonnait plutôt comme ça, c'est-à-dire, est-ce que le patient a SMD? Oui, non. S'il a un SMD, mettez plutôt de l'ASA d'abord. Et puis, s'il n'a pas de SMD, vous mettez des autres. Personnellement, ce n'est pas ce que je pense, mais par rapport à ce qu'on a montré également, on montre que ça marche aussi bien chez les non-SMD. Et ça serait plutôt de dire, est-ce que le patient a une atteinte hématologique associée à la manifestation inflammatoire? Est-ce qu'il est transfusion dépendant? Est-ce qu'il est thrombopénique? Si oui, privilégiez le Vidaza dans un premier temps. Sinon, effectivement, s'il y a une expression purement inflammatoire, rhumatologique, peut-être passer par la case anti-inflammatoire et en cas d'échec, considérer le Vidaza. Je ne suis pas sûr que le fait d'avoir un SMD, en fait, pour moi, le SMD, c'est pas associé. C'est quelque chose qui vient de manière fortuite dans une population qui est déjà à risque de SMD. Et donc, c'est des patients qui ont une hématopoïèse clonale avec d'autres mutations, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une association vraiment. Alors, les perspectives de traitement, vers quoi on va? Alors, il y a des nouveaux médicaments qui vont arriver pour cibler l'inflammation. Donc, il y a des essais qui vont arriver. Il y a l'essai avec le pacritinib, qui est également évalué dans l'essai myéloprolifératif, qui est un essai international, qui est un JAK inhibiteur. Il y a un autre essai qui va arriver dans un second temps, qui est également un JAK inhibiteur, qui est le momelotinib. L'avantage du pacritinib, c'est qu'en plus, ici, des composants de l'inflammation, même en aval, etc. Donc, ça peut être intéressant dans le VEXAS. L'avantage du momelotinib, c'est qu'il a également une action via VCR1 sur l'érythropoïèse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans la myélofibrose, il semble marcher, parce qu'en plus, il restaure l'érythropoïèse, etc. Donc, peut-être pourquoi pas dans les VEXAS avec une atteinte hématologique. Il y a des questions sur des anticorps bispécifiques, notamment ciblant l'IL-18, etc. Pourquoi pas? Donc, on en est là dans les perspectives. On n'a toujours pas d'essai à l'heure actuelle, hein, c'est vraiment des perspectives.
Sinon, on peut cibler le clone. Donc, il y a d'autres agents hypométhylants qui existent. Aux États-Unis, on a des citabines, mais ils n'utilisent pas trop. En France, on l'a pas. Il y a des agents hypométhylants oraux qui existent. Donc, il y a donc BMS qui en a un, mais qui a plus ou moins arrêté le développement, l'ONUREG. Et donc, voilà. Mais il y a également Astex aux États-Unis qui en a un qui est de la décitabine orale, plus ou moins combinée avec des agents facilitants. Et donc, on pourrait effectivement envisager des essais avec des anticoagulants, avec des hypométhylants oraux, et donc avec des traitements au domicile. Bien entendu, des combinaisons de traitements, parce que je vous ai dit, le Vidaza, ça met longtemps à agir. Donc, est-ce que faire des combinaisons anti-L6, Vidaza, le temps que le Vidaza marche, etc., ça pourrait être intéressant. On le fait quelquefois en pratique, mais de l'évaluer, c'est compliqué. Et puis ensuite, bien sûr, c'est une maladie génétique, donc des approches par thérapie génique donc, sont aussi à discuter et discutables également pour cibler effectivement cette défaillance dans les processus d'ubiquitination. Je terminerai rapidement. Je ne sais pas du tout où j'en suis. En retard? Non, je suis bien. Parfait. Je dépêche. Ok, je ne conclue pas. Non, rapidement. Tout n'est pas Vexas. Vous avez ce patient que je suis en consultation, rhumatisme inflammatoire chronique périphérique séronégatif. Je vous assure que ce n'est pas, des pathologies de capsule. Il m'a été dressé par les rhumatos, donc j'espère. Il a une pile fibrosante également, et quand je l'ai vu, effectivement, il avait une anémie. Au tout début, l'anémie légère, macrocytaire, et donc on lui a diagnostiqué un syndrome myélodysplasique. Cariotype normal, il n'est pas du tout muté à UBA1, mais il est muté TET2, ce patient. Donc c'est des mutations d'hématopoïesclonales. Mais notamment, la ref a sauté, mais il y a Lynn-Pierre Zhao à Saint-Louis qui avait montré dans un travail intéressant qu'ils avaient repris toute la cohorte d'Azasaïd, du protocole avec le Vidaza non Vexas, et ils avaient montré que les patients qui avaient une manifestation inflammatoire systémique, ils étaient surtout mutés TET2, IDH en comparaison aux autres. Et donc, il y a également d'autres mutations qui peuvent être associées à des manifestations inflammatoires chez ces patients-là. Alors lui, vu qu'il n'avait pas du tout de cytopénie au début, il avait traité par TOSI. Ça avait été efficace partiellement, et puis en fait il avait il restait quand même inflammatoire et l'anémie s'est creusée, donc il a été réévalué sur la moelle, il n'y avait pas de modification du SMD, puis finalement il a été mis sous Vidaza et qui avait permis une RC inflammatoire et hématologique avec un clone qui restait plutôt stable, comme je vous le disais. Dans les SMD, les clones non UB1 ne se modifient pas trop, mais en tout cas c'est aussi comment dire, c'est pour ça que je disais, Sophie, que chercher le Vexas par un génome, etc., je ne suis pas bien sûr qu'il y ait un intérêt si finalement les traitements, c'est les mêmes. Donc bon, à voir, c'est une réflexion. Dernier cas que j'ai rajouté tout à l'heure avec une vieille photo que j'ai pris à 5 minutes à prendre le train avec mon téléphone hier soir, donc je suis désolé pour la qualité, mais je trouvais ça assez intéressant. C'est une patiente qu'on m'avait adressée, c'est les dermatos qui me l'avaient adressée en consultation. C'est une patiente qui avait donc pas de comorbidité, 70 ans ou à peu près, quoi, et des lésions cutanées qui touchaient, je vous ai mis que le dos, je vous ai évité le devant, mais qui touchaient le dos, le tronc, les bras, etc. Très prurigineuse, mais vraiment très très prurigineuse, invalidante, avec vraiment plus de vie, quoi. Il se trouve que dans le bilan qu'ils avaient fait, les dermatos, elle avait une monocytose clonale. Donc ils avaient fait le phénotype des monos dans le sang, qui suspectait une LMMC, il lui avait même fait le myélogramme. Elle avait un peu de dysplasie, mais pas suffisamment pour porter pas les critères suffisants de dysplasie pour porter le diagnostic d'LMMC. Un cariotype normal, mais ils avaient trouvé une mutation IDH2 dans le panel myéloïde. Et il se trouve que dans la peau, elle avait du granulome. Et on avait demandé à faire un NGS dans la peau qui retrouvait la même mutation IDH2. En fait, c'est une entité qui est décrite. C'est les dermatites granulomateuses associées aux mutations IDH2. Ça existe, c'est quand même pas fréquent. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est la même mutation qu'on retrouve dans la peau et dans la moelle. Les traitements, semble-t-il, je crois qu'il y a 4 cas dans la littérature, un truc comme ça, mais bon, enfin, c'est la corticothérapie. Bon, elle, ça n'a pas marché. J'avais essayé de mettre un peu d'hydréa, version cytoréduction, monocyte, etc. Ça a fait que dalle, ça n'a pas marché. Donc, la question se posait. On a discuté avec l'équipe de dermato de Saint-Louis qui nous avait dit que d'essayer l'interféron, ça n'a pas marché. Puis finalement, on l'a mis sur Ruxo. Et sur Ruxo, elle ne se gratte plus, elle n'a plus de lésions. Enfin, elle n'a quasiment plus de lésions. Je n'ai pas les photos encore, je suis désolé, mais il faut me croire. Voilà, donc ça fait pas longtemps, mais en tout cas, ça semble marcher. Donc, en tout cas, pensez à cette entité-là. Et c'est encore une mutation associée à une hémopathie myéloïde peut donner ce type de tableau sans pour autant être un Vexas. Je terminerai en disant qu'il y a une RCP Vexas et manifestation auto-immune satellite des SMD qui est nationale. Donc avant, on le faisait le vendredi après-midi, mais il y en a beaucoup trop de cas et donc c'était chiant. Donc on a fait maintenant 2 mardis par mois. Ça va plus vite. C'est donc coordonné par l'équipe de Saint-Antoine. Je vous ai mis le contact, c'est le docteur Romain Duris là, qui gère ça.
Donc, vous pouvez le contacter, mettre des cas. C'est très intéressant et très pédagogique. Et nous, maintenant, nos internes, on les fait participer à cette RCP-là. C'est vraiment des cas très, très intéressants. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Je remercie le service que vous avez là. Je remercie l'ensemble des collaborateurs du FRINVEX et principalement ceux qui sont le plus actifs. Et donc, on peut conclure en disant que le Vexas, on essaie de l'arrêter. Voilà. On essaie de vraiment tout faire pour arrêter cette maladie-là, en espérant finalement remporter la partie, comme on l'avait fait il n'y a pas si longtemps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Thibaut. Sophie, tu reviens comme ça. Sophie, tu as dit qu'il faut y penser tout le temps. Les premiers cas de la série FRINVEX étaient finalement des cas avec des longues durées d'évolution puisque ce n'était pas encore décrit. Maintenant, quel est le délai moyen globalement, est-ce que vous voyez encore des patients qui entraînaient pendant des mois avec des maladies inflammatoires inclassées? Ou est-ce que tout le monde finalement a le réflexe d'éliminer le Vexas? Je pense, on peut demander à l'Assemblée de se positionner, mais je pense que tout le monde a le réflexe maintenant. Mais encore faut-il en avoir entendu parler. Parce que si ce n'est pas dans ta spé, en fait, là où on fait les diagnostics, c'est quand ce n'est pas dans une spé où quelqu'un connaît. Par exemple, un patient qui va arriver via la pneumo ou via la médecine intensive et réanimation pour une légionellose, peut-être que s'il ne tombe pas dans les mains ou d'un interne qui connaît déjà, ça va être plus difficile. Mais après, on ne trouve que ce qu'on cherche. Un exemple qu'on a eu au dernier, au Vexas Workshop, on a notre collègue mexicain qui est très actif. Et lui, il a présenté un cas d'un patient qui était assez jeune, genre une cinquantaine d'années, assez jeune, et qui avait une espèce de granulomatose. Ils avaient essayé la tuberculose, ça ne marchait pas, etc. Et finalement, il s'est dit, mais il est trop inflammatoire. Lui, il adore le Vexas. Et il s'est dit, je ne trouve pas ce qu'il a, je le séquence, il ne trouvait pas de traitement. Et c'était un Vexas. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment l'esprit ouvert. Et en plus, de vous à moi, ce n'est pas un examen qui est très coûteux de faire un Sanger Exon 3. C'est vraiment 10 fois moins coûteux qu'un TEP. C'est pas invasif. C'est pas faire on ne demande pas de le faire sur la moelle, on de le faire dans le sang. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert. Ça n'arrange rien d'en discuter ou de présenter à la RCP. Est-ce qu'il y a des questions? Le temps que vous réfléchissiez, tu as mentionné le ruxolitinib, tu n'as pas du tout parlé des spécificités, JAK 1, JAK 2, ça tu n'y crois pas. Qu'est-ce qui fait qu'il serait plus efficace que les autres? C'est qu'il y a une plus grande gamme de doses, puisque ça va de 5 x 2 jusqu'à 20 x 2 par rapport aux autres anti-JAK. Je crois qu'il y avait des données initiales qui montraient que cibler JAK 1, JAK 2, ça semblait un peu mieux, mais après, on n'a pas beaucoup plus de données, quoi, en fait. Hein. Donc, se dire que voilà, si on prend des pan-JAK, ça marchera peut-être mieux, en gros. Bon, voilà, mais sinon, on n'a pas beaucoup plus de données, quoi. Merci beaucoup pour cette très belle overview sur le Vexas. Une petite question sur le plan thérapeutique. On est toujours très embêté par l'anémie induite par le Ruxo chez nos patients. Donc, on jongle avec les corticoïdes, le Ruxo, le PO. Tu as parlé des associations thérapeutiques et anti-L6 et Vidaza, en attendant que le Vidaza soit efficace. Quid un peu de Ruxo et un peu d'anti-L6? Alors, la combinaison IL6-Ruxo, ça a dû être fait. Voilà. Je n'ai pas plus donné que des quelques cas comme ça a déjà été fait, effectivement. La plupart des combinaisons, c'est effectivement des gens qui ont des anti-inflammatoires plus du Vidaza qu'on commence à mettre avec. Tu as l'impression que si tu arrêtes trop vite le Ruxo, notamment, tu as une espèce de flair. Là, donc, en tout cas, IL6 Ruxo, pourquoi pas, mais ça ne va pas te récupérer baisser la dose de Ruxo. Mais il n'y a pas de synergie prouvée. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce soit prouvé que tu peux mettre des faibles doses de Ruxo et que tu rattrapes ça avec de l'anti-L6. Moi, je suis d'avis, si tu es embêté par l'atteinte hémato sur Ruxo, tu les mets sous autre chose, quoi. J'ai une question. Il y a quelques papiers sur la négativation du clone et l'arrêt de Vidaza dans la littérature. Vous, en pratique, vous faites des myélos de suivi pour vérifier qu'on casse le clone avant d'espacer, ou vous laissez vraiment tout le Vidaza à pleine dose 4 semaines? Comment vous faites en pratique? Alors déjà, en pratique, tu le trouves dans le sang. Ouais. Donc, c'est plus facile de monitorer dans le sang. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Dans les SMD, il y a un gros papier qui a été montré et qui montre qu'il y a une corrélation assez importante entre ce que tu trouves dans la moelle et dans le sang. Dans le Vexas, à l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu as le diagnostic et que le patient n'a pas de SMD de haut risque et qu'il n'y a pas d'intérêt à aller
refaire la moelle, c'est de le faire des diagnostics dans le sang. Comme ça, tu as une VAF de référence dans le sang avant de commencer, si tu mets sous Vidaza, parce que c'est ta question. Après, je pense, on ne peut pas le mettre que c'est obligatoire, parce que l'NGS, ça coûte cher, c'est 2000 balles par NGS, et que, pour les petits. Hein, et que du coup, mais je pense effectivement que c'est des patients que tu dois monitorer, et ça va t'aider d'une part, comme je disais tout à l'heure, pour les patients qui mettent du temps à répondre. Si en parallèle, ta VAF, elle ne bouge pas du tout, je pense que c'est des patients qui ne vont pas répondre. Si tu as la VAF qui bouge et qui descend progressivement et que le patient ne répond pas encore, tu peux te laisser le temps, voir jusqu'où ça va. Je pense qu'il y a une corrélation. Ensuite, effectivement, je pense qu'il est trop précoce de espacer chez des patients qui n'ont pas négativé ou quasi négativé la VAF. En tout cas, c'est ce qu'on a avec ces données-là, hein. Ce n'est pas une vérité absolue. Et qu'il faut envisager d'espacer à ce moment-là. Ensuite, tu disais, voilà, pour l'arrêter, ce que je te dis, c'est que oui, il y a des patients chez qui on a arrêté. On n'a pas du suivi. Alors pour un, si, on a un qui avait du suivi prospectif avant la rechute, et effectivement, il avait remonté UB1 avant de rechuter. Donc, tu as l'impression que c'est un peu comme la reconstitution B, tu vois. Mais on ne peut pas le prouver, ce qui veut dire qu'ils rechutent tous, en tout cas. Ils rechutent tous. L'avantage, c'est que pour la plupart, quand tu reprends, ça remarche. Donc, de là à dire qu'on peut faire des traitements séquentiels, je ne suis pas sûr. Mais oui, le monitoring pour en tout cas espacer, oui. Et pour voir un petit peu où t'en es, tu vois, après, ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, j'arrêterai pas le traitement. D'autres questions? Oui, et pendant que je monte, il y a sur le chat une question sur le fait, est-ce que la biopsie cutanée permet d'avancer, d'orienter le diagnostic, de confirmer le diagnostic? Donc, il y a d'autres manières de le montrer, mais ce qui est sûr, c'est que dans les atteintes, ça dépend le type d'atteinte, mais dans les atteintes neutrophiliques, etc., généralement, ceux qui migrent vers le site de la biopsie sont mutés UB1. Donc oui, on peut faire des diagnostics avec une mutation UB1 sur la peau, mais est-ce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas de patients qui ont été diagnostiqués avec une atteinte cutanée isolée, avec un diagnostic fait sur la peau. Mais enfin, en tout cas, oui. C'est-à-dire que ça peut être, le diagnostic peut être fait sur la peau. Moi, j'avais une question sur dans les VEXAS non hématologiques. Est-ce que la taille du clone peut parfois... Est-ce que la taille compte? Est-ce que la taille compte? Exactement. Pardon. Indépendamment d'une atteinte hématologique. Il n'y a clairement pas de corrélation entre la VAF et la symptomatologie et le pronostic. En tout cas, ce n'est pas connu. Ben pour le choix, non. Du coup, vu qu'il n'y a pas de il y a des gens qui vont avoir 15% de VAF et être très symptomatiques, des gens qui vont avoir 80% et qui vont avoir pas trop de symptômes. Donc, on ne peut pas trop en dire grand-chose, quoi. Un truc qui est relié, c'est qu'il y a un papier récent qui a montré qu'il n'y a pas non plus de corrélation entre la VAF et les vacuoles, ou le nombre de vacuoles. Enfin, il n'y a pas encore à date de relation génotype-phénotype à 100%. La cinétique de la VAF sous traitement est intéressante, en tout cas sous Vidaza, parce que les autres ne modifient pas du tout la VAF à l'heure actuelle. Mais le choix de la VAF pour traiter ou pas traiter à l'heure actuelle.